reprenons après une pause déjeuner en direct depuis Rabat, toujours avec une session transmise sur Zoom, YouTube et enregistrée. Elle sera bientôt disponible sur la chaîne YouTube Manager Santé. Nous retrouvons de nouveaux invités avec une nouvelle thématique qui va maintenant s'intéresser aux ressources humaines. On en a beaucoup parlé ce matin, puisque la santé, comme tout autre secteur, repose sur l'humain. Et donc, sur la question des ressources humaines, on s'interroge et on pose la question à nos invités au sujet des innovations en matière de ressources humaines dans les établissements de santé. Et peut-être pour démarrer, professeur Blaalia, quelle est votre vision à ce sujet, vous qui êtes aujourd'hui président de Mondiapolis, qui est une université à Casablanca, et vous avez dirigé pendant des années l'école de santé publique aussi. Donc, quelle est votre vision au sujet des innovations en matière de ressources humaines en santé ? Prenez celui de... Je pense que c'est bon. C'est bon. Merci pour l'invitation. Je suis ravi de pouvoir partager aujourd'hui des réflexions avec des professionnels, avec des experts sur le domaine de la santé. Au Maroc, nous sommes dans une phase charnière dans laquelle on a besoin de réflexion pour l'accompagnement du système de santé national. Oui, en matière de ressources humaines, donc effectivement, j'ai passé une expérience importante dans la formation des professionnels de santé, dans les fonctions de direction. Et je dois dire que principalement, donc lorsqu'on parle des agents de santé, comme c'est décrit dans le document de l'OMS émis en 2018 sur la stratégie mondiale sur les ressources humaines en santé, à l'horizon de 2030, il s'agit d'un document qui parle des agents de santé comme élément indispensable pour assurer une bonne santé pour les citoyens. Je voulais dire que, pour moi, les ressources humaines doivent répondre à un certain nombre de critères. Premièrement, elles doivent être bien formées. Deuxièmement, bien affectées. Troisièmement, encadrées, ce qui ne sert à rien de pouvoir former ou de pouvoir affecter si l'on n'assure pas un encadrement. La GRH, ce n'est pas qu'un domaine enseigné pour les business schools, etc. Il doit être appliqué aussi pour la santé publique et pour la santé en général. Et ensuite, après l'encadrement, il y a bien évidemment la motivation. Comment faire pour motiver les ressources humaines. Et il y a, in fine, l'engagement. Voilà pour moi les 5 maillons indispensables si l'on veut avoir des ressources humaines qui contribuent à la bonne qualité des services de santé. Pour l'innovation. L'innovation, je pense qu'on peut innover premièrement en matière d'affectation. Je m'explique. L'affectation, aujourd'hui, dans notre système de santé, il y a un problème d'affectation des ressources humaines entre le secteur public et le secteur privé. C'est le premier problème. Après la crise du Covid, on assiste à une tension pratiquement mondiale sur les ressources humaines. Donc aujourd'hui, demain, les ressources humaines vont être le nerf de guerre. Et de ce fait-là, pour moi, l'enjeu principal, c'est l'attractivité. L'attractivité entre, premier niveau, c'est les établissements hospitaliers eux-mêmes. Comment une structure de santé pourra demain être attractive pour attirer les compétences. Le deuxième niveau, c'est l'attractivité entre le secteur public et le secteur privé. C'est aujourd'hui un problème, on va dire, abyssal, parce que le secteur public n'arrive pas à assurer l'attractivité nécessaire. Et il y a la troisième dimension pour moi, c'est l'attractivité mondiale. Notre pays, depuis un an presque,
il a émis la décision pour pouvoir ouvrir le champ de l'exercice pour les médecins en fait étrangers. Il s'agit d'une mesure qui veut positionner le Maroc sur l'échiquier international dans le cadre de cette bataille qui est en quelque sorte inéluctable. Donc pour moi, le premier enjeu, ou le premier volet sur lequel on doit pouvoir, c'est comment nos structures hospitalières peuvent être demain attractives pour attirer les compétences. Attirer, mais surtout retenir. Quand on discute avec les patrons des cliniques, etc., ils nous disent qu'ils ont un turnover qui est très important, une volatilité qui est très importante. La volatilité, on la voit aussi à l'échelle nationale. Les journaux parlent de statistiques de médecins qui quittent chaque mois ou qui quittent chaque année. Donc pour moi, le premier volet sur lequel on doit parler de l'innovation, c'est l'attractivité. Comment on peut être innovant pour retenir et pour attirer les compétences. Le deuxième niveau, c'est la formation, bien évidemment. La formation, à ce titre-là, moi je pense que les techniques classiques de formation ne sont plus applicables. Premièrement, je pense que j'ai la particularité de venir d'un environnement autre que la santé, le management, les business schools. Et je pense que la particularité pour ce domaine, c'est qu'on a besoin d'une formation clinique importante, une formation pratique très importante. À titre d'exemple, à l'École nationale de santé publique, nous avions une filière pour la santé de famille qui s'appuyait sur une composante clinique très importante. On envoyait les médecins dans les CHU pour consolider leur stage de cardiologie, d'endocrino, etc. Donc, le volet clinique, pour moi, il reste un volet vital. Le deuxième volet, c'est assurer des formations tout au long du cycle professionnel. Ce que les anglo-saxons appellent des lifelong learning, donc l'apprentissage tout au long de la vie. Oui, les professionnels de santé, ils sont pris dans leurs engagements professionnels et ils n'ont pas le temps pour pouvoir suivre des formations souvent longues. À ce titre-là, moi je pense qu'aujourd'hui, le e-learning offre une opportunité importante pour la formation. Je cite l'expérience qu'on a implémentée au niveau de l'École nationale de santé publique, puisqu'en 2020, nous avons créé l'Académie virtuelle en santé, qui a été créée comme la première plateforme de formation en ligne. Et je dois aussi vous citer quelques données à partir de cette petite expérience à la tête de cette institution. C'est qu'en 4 ans, nous avons formé pratiquement en formation continue 15 fois le nombre qui a été formé dans les 4 années précédentes, grâce à la formation e-learning. Donc nous avons multiplié par 15 le nombre de professionnels formés, et ce, en utilisant le e-learning. Donc on développait un programme de formation et on le diffusait pour les professionnels de santé dans toutes les régions du Maroc. La particularité, c'est que les gens ils pouvaient faire la formation tout en continuant leur activité professionnelle. On avait même utilisé le e-learning pour changer toute l'approche pédagogique de la formation initiale. Puisque le NSP, c'est une formation sur 2 ans. Classiquement, les gens, ils venaient de toutes les régions pour habiter à Rabat et pour suivre la formation. Je me suis dit, pourquoi on va pouvoir amener les gens pendant 2 ans, on prive les hôpitaux et les organisations de santé de ressources humaines qui sont aujourd'hui très rares. Donc, on avait changé le programme pour une formation par alternance. Ça veut dire que les participants, ils viennent sur Rabat 1 semaine par mois et le reste, ils suivent la formation par
e-learning. Donc il s'agit pour moi d'innovations qui sont très importantes et qui peuvent changer la donne en permettant premièrement d'augmenter le nombre de personnes formées et deuxièmement aussi en leur permettant de s'adapter aux contraintes professionnelles sans qu'il puisse y avoir de rupture. Et pour moi, le troisième volet de l'innovation, et c'est peut-être le dernier, c'est innover en termes de domaine de formation. Parce que pour moi, le professionnel de santé ou bien le médecin n'est pas qu'un praticien. C'est quelqu'un qui doit avoir des soft skills qui sont très importantes aujourd'hui. La communication, leadership, comment se comporter face aux situations complexes. Donc aujourd'hui, moi je plaide pour l'introduction de modules et de formations enseignés dans les écoles d'ingénieurs, dans les business schools, pour les médecins. Parce qu'in fine, le médecin, rapidement, au bout de 2 ans, 3 ans, il dirige un centre de santé, ou bien il dirige un hôpital, ou bien en fait un service, sans qu'il soit doté des outils de management nécessaires. Donc, innover sur le contenu, pour donner aux médecins et aux professionnels de santé, en fait, en général, les soft skills nécessaires pour la gestion, ça c'est très important, en s'ouvrant sur des filières nouvelles. Et à ce titre-là, je me permets aussi de dire qu'au niveau de Mondiapolis, pour la prochaine rentrée, on ouvre un master, le premier en fait au Maroc, en Global Health, qui est offert pour les professionnels de santé. Pourquoi ? Parce que on considère que la santé aujourd'hui, on ne doit pas l'envisager uniquement dans sa dimension nationale. Les pandémies, la migration, etc., ils font que aujourd'hui, on doit former des professionnels de santé à dimension internationale. Voilà pourquoi, donc, pour la rentrée, on ouvre ce master qui est ouvert pour tous les professionnels, donc en formation continue, en collaboration avec l'Université de Barcelone. Donc, tout ça, c'est pour dire que la formation aussi est un domaine dans lequel on peut innover, ne serait-ce que par le choix des sujets qui peuvent apporter une valeur en fait ajoutée pour les professionnels de santé. Merci. Merci beaucoup pour votre, pour votre intervention. C'est intéressant parce qu'évidemment, le contexte conjoncturel à l'échelle mondiale, du fait de la crise sanitaire, a montré que les difficultés d'attractivité et de fidélisation impactent beaucoup de pays, en tous les cas, et pour lesquels les professionnels de santé, évidemment, deviennent des activités où il faut proposer de nouvelles modalités un peu disruptives, vous l'avez évoqué, par la formation initiale, mais aussi par la formation continue et par des nouvelles technologies, voilà, embarquées et permettant évidemment de pouvoir rester connecté à distance et puis peut-être permettre évidemment de renforcer cette attractivité. En tout cas, tout à fait en résonance avec les autres pays qui rencontrent les mêmes difficultés. Voilà. Le micro, je vais te donner le mien dans ce cas-là. Celui, voilà. Voilà, on va poursuivre. Merci beaucoup. On va poursuivre sur la formation, toujours un peu plus dans le sud, avec professeur Fatem Zahra Al-Alaoui, qui est désormais à l'Ayoun. L'Ayoun Ainiya, Saqia Al-Hamraniya. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Vous êtes doyenne depuis peu de la faculté de médecine et de pharmacie de l'Ayoun, après avoir dirigé un nombre d'établissements, intervenu aussi en milieu hospitalier. On l'a dit tout à l'heure, vous avez lancé le premier DU en télémédecine au Maroc, en collaboration notamment avec le docteur Pierre Simon. Quelle est aujourd'hui votre vision des innovations en matière de ressources humaines en établissement de santé ? Merci beaucoup, Neda. Merci pour l'invitation. Donc, moi, je parle déjà en tant que professionnelle de santé, en tant qu'enseignante. Parce que, bon, le titre, il est bien beau, mais bon, avant ça, il y a eu quand même pas mal d'années d'expérience au niveau de la faculté et du CHU Ibn Rushd de Casablanca. Donc, la vision actuelle qui, à mon avis, devrait s'inscrire dans le nouveau modèle de développement et dans ce que vit le Maroc maintenant comme changement stratégique au niveau de la santé, au niveau de l'enseignement,
c'est que d'abord, il faudrait adapter donc le besoin au produit fini. Donc la faculté est là pour donner un produit fini aux établissements de santé. Donc qu'est-ce qu'on veut former comme produit fini? Au niveau déjà de la formation, en matière d'innovation, il faut parler d'innovation en pédagogie. Il est impossible maintenant de faire la formation telle que nous, on a été enseigné au niveau des bancs de la faculté. Tout a changé, même le mindset des étudiants a changé. Ils ne sont pas en phase avec ce que nous avons vécu comme enseignement classique. Ce sont des formations maintenant par approche par compétence, approche par problème, formation de petits groupes, fini les amphithéâtres remplis, les gens debout, etc. C'est vraiment une autre phase sur laquelle on devrait passer pour pouvoir avoir un enseignement de qualité. Beaucoup de méthodes aussi en innovation pédagogique telles que la simulation. Et là, quand on parlait simulation, il y a quelques années, les gens croyaient que c'était vraiment quelque chose d'utopique, alors que maintenant, c'est une nécessité et une obligation. On dit « never on the patient first ». Donc, jamais sur le patient en premier lieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'étudiant, le médecin en formation, doit apprendre d'abord sur la machine, sur le mannequin, avant de passer à l'étape clinique. Donc là aussi, ça c'est une innovation sur laquelle nous devrions passer et en force, non seulement pour la formation initiale, mais aussi pour la formation continue et la formation des médecins, des résidents en cours de spécialité. Aussi, par rapport à la vision globale d'une faculté de sciences de la santé. Et là, j'insiste beaucoup sur la formation des équipes de tout le paramédical. Il est pour moi, entre guillemets, insensé d'avoir une formation médicale d'un médecin à part et d'un professionnel de santé paramédical avec lequel on va travailler tous les jours sur un établissement de santé ailleurs. Donc, l'infirmier doit être enseigné normalement par un professeur de médecine, de chirurgie, un professionnel enseignant, de santé enseignant, au même titre que les étudiants en médecine. Il faut savoir qu'entre l'infirmier actuel et le médecin, il y a parfois un demi-point, pour que les gens le sachent. C'est-à-dire le concours de médecine, il est fait sur un seuil, par exemple 14, et pour le concours des ISPITS, c'est du 13,5. Donc, ce n'est pas un demi-point qui va changer, disons, la validité ou le niveau du personnel paramédical. Et notamment, je pense par exemple aux nouveaux métiers tels que les infirmiers de pratique avancée. Par exemple, c'est magnifique, ça peut régler beaucoup de problèmes. Tels que des techniciens de santé, notamment des techniciens en simulation, l'ingénierie biomédicale. Tout ça, ce sont des sciences autour donc du domaine de la santé qui devraient être un petit peu entrelacées et faites ensemble. Parce qu'à un certain moment, nous aurons à travailler dans un hôpital ou dans un CHU ou dans un centre de santé ensemble. Et ce sont des gens qui se connaissent à peine, qui n'ont jamais fait des études ensemble, alors qu'ils ont, par exemple, je vous dis, il y a un prof qui vient d'anatomie, qui vient enseigner l'anatomie de première année. Et de l'autre côté, juste à 100 mètres, il y a les Spitz, ils n'ont pas de prof d'anatomie. Ils attendent quelqu'un qui vient leur enseigner. Rejoignons nos efforts, par exemple, et faisons un enseignement mixte à des niveaux différents, mais qui peut être très, très bénéfique pour tous ces professionnels de santé. Ensuite, concernant l'innovation, je pense qu'il y a, comme a dit M. Belhalia, qu'il y a beaucoup de skills et beaucoup de modules qu'il faudrait qu'on ajoute à l'enseignement médical, tels que par exemple ce qu'on a vu tout à l'heure, un enseignement en télémédecine, un enseignement en intelligence artificielle. Le médecin de demain ou de même maintenant, c'est un médecin qui devrait être très, très labile au niveau de tout ce qui est intelligence artificielle, au niveau de l'informatique médicale, au niveau de la santé connectée.
Et donc, on devrait avoir des modules dans ce sens. Module de médecine intégrative, ça, on n'a jamais enseigné la médecine fonctionnelle, elle qui est très importante, qui peut régler beaucoup de problèmes. Aussi tout ce qui est santé environnementale, le One Health. Maintenant, on parle du One Health, c'est-à-dire la santé des animaux, de l'air, de la santé humaine. Tout ça, c'est le Global Health ou le One Health dont a parlé le docteur Benalia. Je le félicite pour ce master. Vraiment, c'est l'actualité. Et les gens ne sont pas sensibilisés, les médecins ne sont pas sensibilisés, et les professionnels de santé de manière générale, à la santé environnementale, par exemple. Donc, beaucoup de modules qui font qu'on aura aussi un médecin, quand même, c'est un gestionnaire, c'est un expert, c'est un collaborateur, c'est un 5 étoiles ou 7 étoiles maintenant, qui fait qu'il doit avoir des notions un peu de tout, de la gestion, du management, tel qu'on en parle maintenant, aussi en matière d'assurance, hein, de tout ce qui est monde des assurances. Le médecin ne connaît absolument rien de tout cela. Et demain, il va se trouver confronté avec la généralisation de la couverture médicale et de l'assurance maladie obligatoire au Maroc. Il va se retrouver, relativement mal à l'aise par rapport à certaines connaissances du monde des assurances, par exemple. Et là, il y a des digital skills, des soft skills qu'il faut inclure dans l'enseignement médical. Maintenant, on est en pleine refonte du système d'enseignement médical, notamment sur la durée, parce qu'on a vu que les 7 ans de médecine n'étaient pas très bien, utilisés pour une bonne formation. Et notamment la 7e année, qui était plus ou moins perdue entre des stages au niveau des hôpitaux régionaux. Et donc, le fait de raccourcir à 6 ans a fait qu'on devrait revoir un peu tout, revoir de manière, contractée, mais efficace de l'enseignement, et aussi d'avoir ces fameux soft skills pour que le médecin soit un petit peu ouvert sur le monde extérieur, ouvert sur tout ce qui est module complémentaire. Aussi, je reviens sur une autre question qui est celle des stages. Donc, les stages cliniques sont très importants. Et ces stages cliniques, il est impossible maintenant de faire des stages dans de bonnes conditions avec seulement le CHU ou quelques hôpitaux régionaux ou quelques centres de santé. Donc, personnellement, ça c'est ma vision personnelle, c'est terminé de parler santé publique, secteur public, secteur privé, surtout dans la formation. Moi, je préfère envoyer un étudiant dans un cabinet de médecins généralistes en bonne et due forme, privé, qui fait plusieurs malades par jour, qui voit de tout, plutôt que de le mettre dans un centre de santé où il n'y a personne. Donc c'est ça un petit peu la vision globale. Merci beaucoup. Donc purement terrain et puis avec une immersion le plus tôt possible. Merci beaucoup, professeur. Passons un peu aussi dans le privé. Professeur Boudarqa Moulay Ahmed, merci d'être présent parmi nous aujourd'hui. Vous êtes anesthésiste réanimateur, clinique Dar Salam Casablanca et président de la région de Casa de la NCP, Association nationale des cliniques privées du Maroc, donc, dont vous êtes le vice-président. Quelle est aujourd'hui votre vision, toujours autour de la même question? Je tiens tout d'abord à remercier l'ensemble des organisateurs de nous avoir conviés à partager un petit peu notre point de vue sur cette problématique des ressources humaines et quelle innovation. D'abord, je vais axer mon intervention sur 3 points essentiellement. Un petit peu les défis qui nous attendent. Les défis qui nous attendent essentiellement en matière de demande en soins à l'échelle nationale, quel que soit le secteur. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut plus séparer le privé et le public parce qu'ils sont dans la même galère, hein, si je puis me permettre, sur tout ce qui nous attend. Eu égard d'abord, pourquoi la consommation va augmenter? D'abord, il y a la transition démographique. Le pourcentage des patients âgés plus de 60 ans est de 11%.
N'en parlons pas des tares, HTA, diabète, maladies chroniques qui sont de plus en plus fréquentes. Puis il y a la transition aussi épidémiologique. On a de plus en plus de maladies cancéreuses, cardiovasculaires, consommatrices de soins. Contrairement auparavant, dans les années 70-80, c'était le rhumatisme articulaire, c'était les pathologies infectieuses qu'on traitait en 10 jours avec une ordonnance et c'est tout. Maintenant, il y a la chimiothérapie, il y a beaucoup de traitements qui génèrent beaucoup de soins. Et puis, surtout, l'élément le plus important, c'est le chantier royal qui va faire injecter d'emblée 22 millions d'assurés pour une couverture sanitaire, ne serait-ce que de base. Et donc, devant cette telle demande, qu'est-ce qu'on a en contrepartie pour assurer et pour répondre à cette demande? Je ne parle pas d'infrastructure, je ne parle pas d'équipement, je parle uniquement en matière de ressources humaines de santé. Et quand on parle de ressources humaines de santé, je ne fais pas allusion uniquement aux médecins, à l'infirmier, mais aussi aux autres ressources de techniciens de façon générale, l'administratif, les managers, on a parlé tout à l'heure des systèmes d'information, les informaticiens, les médicaux, les statisticiens. Tout cela, c'est un désert, hein, le désert médulaire. Si je peux, nous sommes au niveau du privé, et donc on le sent de façon assez aiguë. Donc, quelques données un petit peu pour chiffrer un petit peu cela. Si au niveau du Maroc, on est à peu près 25 000 médecins, à peu près. Disons grosso modo moitié public, moitié privé. Et on a plus de spécialistes que de médecins généralistes. Et tout en sachant que le métier médical se féminise, qu'il soit médical ou paramédical. Nous sommes à un ratio à peu près 70, 30, et ça va qu'en s'aggravant. Bon, on l'a déjà dit lors de la dernière assise, il y a certaines spécialités qui ne peuvent pas être gérées uniquement par parité. Hein. Je pense à des spécialités un peu astreignantes, la traumatologie, la neurochirurgie, il y a plein de... Et ça, on le voit venir. Dans les années à venir, ça va poser problème. Donc, au niveau du privé, il y a déjà un déséquilibre. Le privé tourne déjà à plein régime. Au niveau de lits d'hospitalisation, au Maroc, on est à peu près 30 000 lits. Le public, c'est 70% de la capacité litière. Le privé, c'est 10%. Alors, c'est, disons, à peu près plus, 15 à 20%. Mais en termes d'activité, c'est 60% des prestations médicales se font au privé. Et quand on part au niveau des assurés, on frôle les 80-90%. Donc, déjà, ce privé, il est à plein régime. Maintenant, si le public n'assure pas sa part, ne rehausse pas un petit peu le niveau de prestation, ça va poser problème. Alors, les solutions, si on peut parler d'innovation, au niveau de la formation, on peut échelonner ça sur 3 grands niveaux. Au niveau de la formation, l'État a fait un grand effort en termes de formation de médecins. Entre 2008 et actuellement, on était entre 8 000 étudiants, maintenant on est à 20 000 étudiants, toutes facs confondues. Il y a la fac de Tanger qui vient, la fac de Lyon, d'Agadir, de Juda. Pratiquement sur 10 régions à peu près, ou 8 régions, il y a déjà un CHU, c'est déjà énorme. Mais on ne forme pas suffisamment de lauréats par an. L'objectif des 3300 médecins tellement rêvé n'est pas atteint. On est entre 1500 à 1800. Y compris l'innovation que Madame a dit. Si on raccourcit un petit peu la durée à 6 ans pour la formation du médecin, et si on augmente le numéro de sollicités, ce retard ne peut être rattrapé que sur 10 ans. Et de combien? De 15% par rapport à nos besoins. Nos besoins, M. le ministre l'a dit, on les a calculés. Ressources humaines de santé de façon globale, je fais abstraction des administratifs et des managers et tout ça, c'est surtout infirmiers et médecins. On est à 100 000 de besoins. Sur les 100 000, disons le tiers c'est des médecins, les 2 tiers c'est des infirmiers. Alors notre capacité actuelle c'est 8 500 infirmiers par an. Sur ces 8 500, disons 50% c'est des infirmiers spécialisés, infirmiers anesthésistes, polyvalents,
psychiatrie, etc., 26% sages-femmes. Mais tout le reste, c'est même pas 20% et qui est au-dessous des besoins. Au niveau mais au niveau des médecins, la solution, ce qui a été dit, c'est d'ouvrir un peu les vannes pour faciliter l'entrée des médecins étrangers. On veut bien. Déjà, la première des choses, au niveau des ressources humaines, avec ce déficit-là, il y a une très mauvaise répartition de ces ressources humaines à l'échelle nationale, encore plus au niveau interrégional et au sein même de la même région. Je vous cite un petit exemple qu'on a vécu durant le Covid. On a eu à gérer un petit peu la crise en collaboration avec les gens du public. C'est qu'au sein de Casablanca, qui est censé, si on calcule la moyenne de la densité médicale par habitant, on frôle la moyenne occidentale. On est à un médecin pour 1000 habitants. C'est excellent. Mais ils sont répartis de façon très inégale. À Casablanca, enfin, il n'y a pas de souci, mais allez-y à Barachid, allez-y à Stade, c'est un problème énorme. Et donc, pour aller déplacer un médecin d'un endroit A à un endroit B, c'est très difficile au niveau public. Personne ne veut lâcher. Il y a une rigidité administrative. Donc, si on veut innover, ce serait-ce qu'un peu de bon sens, c'est même pas de l'innovation, c'est du bon sens. D'abord, à l'échelle régionale, décloisonner. Décloisonner entre secteurs public et privé. Décloisonner au sein du public, que chaque commune ne retient pas, ou chaque wilaya ne retient pas ses médecins dans la propre délégation. Permettez au privé d'aller travailler au public. Ça a été fait durant la période de Covid et ça a permis de sauver énormément de vies. Bien sûr qu'il y avait, ça ne veut pas dire que le privé n'a pas besoin de ces compétences-ci, mais il y a des priorités. Mais c'était pour une période. Donc il faudrait essayer d'échelonner et de répéter cette expérience au long terme. Moi, je schématise un petit peu des solutions qui me paraissent plausibles et réalisables. D'abord à long terme, c'est vrai qu'il faut, la logique voudrait diminuer les déperditions et augmenter la formation. Et c'est un objectif pieux qui nécessitera du temps. Mais il faut travailler dès maintenant. Le numerus clausus au niveau des études médicales doit être revu. Augmenter la capacité des facultés, tout en sachant qu'ils ont des limites. Et la principale limite, moi j'étais enseignant pendant plus de 20 ans à la faculté de médecine, la principale limite, où sont les formateurs? Pendant une période de 2004 à 2014, 0 poste pour un enseignant, par de restrictions budgétaires. Ce n'est qu'après, on s'est retrouvé avec des généraux et des bataillons. Il n'y a pas d'intermédiaire. Et le jour où il y a un départ volontaire, ça a créé une crise terrible. Donc il faut assurer toujours cette continuité de formation des formateurs et des professeurs qui puissent former les médecins. C'est la première des choses. Deuxièmement, cette attractivité doit être présente. Ça ne sert à rien de former des gens et à la fin de leur cursus, ils partent. Ils quittent le pays. On est à 600 médecins par an. Et la dernière fois, on l'a dit, il y a des postes, des facultés organisent des concours, des postes budgétaires pour des chirurgies, pour des spécialités, et les étudiants fraîchement diplômés n'y viennent pas. Pourquoi? Et ça pose un problème pour la société dans l'avenir, à moyen et à long terme. Il y a des solutions qui sont aussi réalisables concernant le personnel paramédical. La durée de formation est relativement courte, c'est 3 ans. On peut résorber cela, moyennant bien sûr la capacité de formation des ISPITS, moyennant aussi du privé, il intervient aussi des fondations, certaines écoles privées peuvent le faire, et aussi le rôle de ce qu'a dit mon collègue sur la formation continue, qui intéresse aussi bien le médecin, l'infirmier et le gestionnaire de façon générale. Nous aussi, nous étions des médecins, nous étions que des techniciens. Mais le jour où on est parti au privé, on est obligé d'être comptable, savoir un petit peu la comptabilité analytique, la gestion, la communication, tout ça, on est obligé de s'y mettre et de s'auto-former et d'aller faire des MBA. D'ailleurs, on a eu l'occasion de se rencontrer au cours d'une MBA en matière de master de gestion. Donc,
cette formation continue, elle est très importante. Heureusement, bien sûr, on a quand même un regard sur les études actuellement qui se font au niveau de la faculté. Ils ont intégré l'informatique médicale, la communication, tout ça c'est bien, mais il faudrait maintenir cette compétence, parce que la compétence, elle s'est tenue avec le temps, aussi bien dans les données techniques scientifiques que dans les données administratives. Donc il faut absolument maintenir cette compétence, la formation continue, et au niveau du personnel paramédical, c'est un objectif tout à fait réalisable. Et puis, à court terme, ce qu'on peut faire immédiatement, ça ne demande pas une grande innovation. D'abord, comme je l'ai dit, il faut activer ce partenariat public-privé. C'est très important et on l'a démontré au cours de la période Covid dans la région de Casablanca, c'est quelque chose qui marche et qui donne des résultats. Si on arrive à le généraliser, il faut mutualiser les locaux, mutualiser l'infrastructure, mutualiser les ressources humaines. Il y a plein de médecins publics qui consultent 1 à 2 fois par semaine, qui opèrent 1 fois tous les 15 jours. Ce n'est pas leur faute, parce que le système fait qu'ils ne peuvent pas faire plus que ça. Donc il faut absolument déjà exploiter l'existant. Deuxième chose, rassembler. Moi je suis anesthésiste réanimateur, je connais plein de collègues qui sont à Ouarzazaz, qui sont à Rachidia, pour ne rien faire. Ils ont fait des stages performants en Europe, au CHU, ils savent anesthésier, transplantation hépatique, et ils sont en train de croiser les bras là-bas. Pour des raisons politiques. Il faut qu'on sache qu'il y a un anesthésiste réanimateur dans tel endroit, ou un neurochirurgien, ou n'importe quoi. Et donc, il faut rassembler ces compétences. Il vaut mieux qu'il y ait un CHU, un hôpital régional performant, avec une équipe performante, qui tourne, que plutôt tout centralisé dans les grandes villes. Donc, mutualiser les efforts, partenariat public-privé, il faut absolument l'activer, retenir les compétences. Ça ne sert à rien de former et de laisser l'hémorragie. Il faut absolument retenir les compétences, et pour les retenir, ça c'est une décision politique. À l'échelle de la personne, qu'il soit privé ou public. Moi je suis médecin. Si vous voulez que je m'installe à la Fatou Zahra, il faudrait m'inciter sur le plan salarial, si je suis fonctionnaire, sur le plan social, je dois trouver où est-ce que mes enfants doivent aller à l'école, aller au cinéma, aller au café. Donc il y a une interdisciplinarité horizontale qui intéresse tout le monde. Le ministère, l'équipement, la culture, la jeunesse, etc. Première des choses. Vis-à-vis des infrastructures et vis-à-vis des investisseurs privés, vous savez, à l'époque de M. Rodi, ils ont dit, j'ai plein de dossiers ici qui veulent investir dans des endroits reculés, et la vérité, ils n'ont investi ailleurs que dans les grandes villes. Ils ne fait qu'acheter les structures qui roulent le plus. Donc, si vous voulez que l'investisseur aille dans des endroits reculés, il faut des incitations fiscales, de foncier, subventionner le salariat. Il y a plein de choses qui peuvent se faire immédiatement. Il suffit de décider politiquement. Super. Merci beaucoup, professeur. Voilà. On peut en rediscuter si vous voulez. Voilà. Ce sont des sujets extrêmement passionnants et puis qui intéressent tout le monde. Je voulais juste faire le lien, les 30 secondes, pour dire que les éléments que vous évoquez actuellement pour le Maroc, ce sont des situations évidemment qui ont été déjà connues aussi dans d'autres pays, en tout cas pour la France. L'anticipation nécessaire que vous évoquez, évidemment, ont été également aussi de plein fouet, je dirais, appréhendées. En fait, ce qui est intéressant, c'est que vous avez un temps d'avance, dans la mesure où vous avez des retours d'expérience internationale qui montrent que, évidemment, il y a des leviers, et parmi ceux que vous avez cités, il y a des leviers, évidemment, qui sont extrêmement stratégiques et qui nécessiteraient, et vous l'avez souligné, évidemment, de vrais engagements au plus haut niveau. Et donc, d'ailleurs, vous avez cité le niveau politique, évidemment. Voilà. Donc, voilà, c'est simplement un petit message pour dire qu'effectivement, voilà, on sait quels sont les leviers à activer, puisqu'il y a des retours d'expérience internationales qui ont montré à la fois le caractère vertueux, mais également aussi les limites, si on n'y prête pas une attention singulière, notamment sur la question du numerus clausus que vous avez évoqué, qui est une question voilà,
qui est bien connu. Exactement, et qui pose problème actuellement en France d'ailleurs. Oui, que oui, ça tout à soit en fait. termes J'avais l'impression d'être quelques nombre. années en arrière, on dirait, en France, mais sur des problèmes pour lesquels le politique a dû s'en saisir dans un contexte d'urgence et de crise. Et donc voilà, alors qu'on sait très bien effectivement qu'il y a des leviers très importants, mais vous l'avez bien souligné, il faut de vraies volontés, de vrais engagements, de l'investissement au bon endroit, et puis effectivement, peut-être aussi une lecture de cartographie aussi du territoire. C'est ce que vous semblez mettre aussi en avant, problématique qui a été mise aussi en exergue dans d'autres pays, comme en France aussi. C'est un vrai sujet, hein. Donc la question de l'installation et le fait de pouvoir couvrir les territoires qu'on appelle déserts médicaux en France, mais qui, vous avez employé une expression tout à fait intéressante. Oui, désert médulaire. Moi, ça c'est très bien. Voilà, en tous les cas, c'est pas mal. Merci beaucoup. Merci beaucoup en tout cas. Merci professeur. Alors, je poserai la même question à docteur Tissam Hansal El-Abridi. Vous êtes cardiologue et vous avez dirigé pendant des années l'hôpital Moulay Youssef de Rabat, qui est un hôpital Sigma. D'ailleurs, on en a parlé tout à l'heure, un hôpital Sigma assez particulier. Donc, quelle est votre vision à ce sujet ? Merci Nada pour l'invitation. C'est un honneur pour moi. Ça m'évoque des souvenirs. Ça fait déjà 4 ans que je suis partie du système public, mais je suis toujours dans le système de santé. Alors, je vais partager avec vous mon expérience concernant l'hôpital Moulay Youssef. L'hôpital Moulay Youssef de Rabat, c'était un hôpital très particulier. En fait, au début, c'était un hôpital préfectoral pendant des années. Et donc, un hôpital préfectoral, oui, mais il a sa particularité, c'est qu'il n'a pas tous les services préfectoraux, c'est-à-dire qu'il n'a pas de pôle mère-enfant, par exemple. Et donc, même les affectations du personnel étaient très atypiques. Donc, il y avait des spécialistes, il y avait des différentes spécialités, mais pas forcément qui correspondent à la structure. Donc, déjà, à la structure, bon, maintenant, les choses ont changé. Il y a un nouvel hôpital qui est extraordinaire, qui est beau. Et moi, je partage avec vous mon expérience dans le temps, depuis 2003. Et donc, au début, c'était des affectations un petit peu arbitraires, avec des affectations de spécialistes, et on était obligé de suivre, en fait, la structure était obligée de suivre en fonction des spécialistes affectés dans cet hôpital. Donc, il y avait plusieurs ophtalmologistes, et il y avait plusieurs cardiologues. Donc, on était obligé de créer un service qui était un petit peu avancé en ophtalmologie et avancé en cardiologie. Donc, il fallait que techniquement le tout suive. Alors, c'est juste pour vous mettre un petit peu sur pour vous donner une idée sur l'hôpital préfectoral qui était l'hôpital Moulay Youssef. Alors, en tant que chef de service de médecine, en tant que chef de pôle et en tant que directrice, j'ai eu plusieurs difficultés. D'ailleurs, comme mes prédécesseurs, parce qu'il y a eu 7 directeurs avant moi, avant que je prenne la direction. Et c'est juste pour vous dire la difficulté de gérer un hôpital très atypique et la principale cause, je dirais, d'échec, entre guillemets, de la direction, c'était les ressources humaines, en fait. Alors, le problème des ressources humaines au niveau de l'hôpital, moi je commencerai par le tout début de l'échelle, c'est question de gardiennage. Bon, le ministère de la Santé a réglé le problème en créant des marchés de gardiennage. Bien, c'est une bonne chose. Après, il y a eu une transition de passage du BAF au SAA, et à ce moment-là, il fallait créer le service d'accueil, chose que le ministère de la Santé n'avait pas formé des gens pour l'accueil. Et maintenant, bon, le ministère de la Santé, c'est vrai qu'il a dû créer des marchés pour faire l'accueil à l'hôpital, mais je dirais que l'accueil à l'hôpital devrait être médicalisé. Donc on ne peut pas ramener des gens de l'extérieur et faire la différence entre un infarctus du myocarde qui vient en pleine douleur et un patient qui vient pour des angines. Donc ça serait un peu difficile de dire qu'on va externaliser
toutes les prestations de l'hôpital, et en fait il faudra que ce soit des prestations qui concernent certains métiers. Le deuxième problème auquel on s'est confronté, c'est au niveau des services. Alors au niveau des services, moi je dirais, on a eu une pénurie d'infirmiers. Mais pourquoi on a eu une pénurie d'infirmiers? Parce que le nombre d'infirmiers ne correspond pas à la structure, d'une part. D'autre part, les infirmiers sont reconvertis parce qu'il y a eu le système LMD. Donc l'infirmier, il se permet de faire, donc après une licence, master et doctorat. Donc il ne peut plus travailler dans un service. Donc on perd ces infirmiers-là. Et d'autre part, il y a eu aussi la possibilité des infirmiers de faire différents masters dans différentes autres disciplines managérielles, et donc ils se reconvertissent en administrateurs. Donc ça, c'était un vrai problème. Le deuxième problème du personnel paramédical, c'est qu'on a un infirmier polyvalent qui fait le tout dans le service. C'est-à-dire il n'y a pas d'infirmier breveté comme il y avait avant, infirmier auxiliaire, et il n'y avait pas d'aide-soignant. Donc en fait, on avait seulement, et même pas de femme de charge pour nettoyer les patients et tout ça, pour faire ces gestes-là. Donc l'infirmier qui était de garde devrait faire toutes ces tâches. Et là, il faudrait réfléchir en fait à avoir une solution qui est concrète. Et bien sûr, maintenant, on a la formation a commencé pour les aides-soignants et tout, mais il faudra trouver une solution dans ce sens. Alors, il y a autre chose pour ce qui est des médecins. Alors, bien sûr, quand on a un petit service, c'est qu'on a un nombre de spécialistes qui est assez important. Et donc, c'est une structure qui n'est pas très attractive, surtout que si on veut hospitaliser des patients, il n'y a pas le laboratoire qui suit avec une garde qui tourne 24/24, et ça c'est un problème qui nous oriente vers les techniciens en laboratoire et les techniciens en radiologie, parce que pour faire travailler ces gens-là, il faudra que des structures suivent, à la fois les structures de radiologie, de biologie, et ça c'était un vrai problème. Pour les médecins, par exemple les chirurgiens, je vais reprendre ce qu'a dit notre ami, c'est qu'ils veulent opérer, mais ils n'ont pas assez de salles opératoires. Et s'ils ont des salles opératoires, ils n'ont pas assez d'instrumentistes et de penseurs, etc. Et donc, c'était vraiment du quotidien. Alors, si on cherche un petit peu dans le domaine de la santé, par exemple, si on prend juste la ville de Rabat, et si on fait une petite recherche, on va trouver que la ville de Rabat, elle est bien dotée en médecins. Elle est bien dotée en infirmiers. Mais où sont partis ces gens-là? On veut bien savoir où sont partis ces gens-là, parce que quand on voit qu'il y a beaucoup de médecins, oui, alors on trouvait des difficultés justement à avoir une garde assurée au niveau des urgences. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait que 4 médecins qui faisaient une garde de 12-36 dans un hôpital qui drainait pratiquement toute la ville de Rabat, et c'était vraiment invivable. Donc, il fallait trouver une solution pour faire tourner ces urgences. Donc, il faut être attractif pour ces gens-là, et il faut les motiver. Et en fait, pour revenir à la formation, ces médecins qui sont au niveau des urgences sont pratiquement devenus des médecins urgentistes spécialisés, tellement ils ont vécu avec les médecins spécialistes des expériences, et ils sont devenus très bien formés dans ce domaine. Donc il faudra peut-être penser à être attractif au niveau pour les médecins qui sont au niveau des centres de santé, pour les médecins qui sont un petit peu éparpillés partout au niveau de la ville de Rabat, pour qu'ils soient formés. Pour les médecins spécialistes qui sont au niveau de l'hôpital, il y a on a utilisé une solution un petit peu archaïque, mais bon, pour motiver ces gens-là, on devait leur chercher du matériel pour travailler, pour faire les techniques un petit peu plus sophistiquées. Et donc, ils se sentent pas éloignés de l'évolution de la médecine,
ils essayent d'évoluer. Et ça, c'est un motif qui permet effectivement de retenir quelques médecins qui abandonnent le pays pour aller ailleurs, pour chercher les innovations, pour chercher l'évolution, chose que nous, ici au Maroc, on n'essaye pas d'évoluer beaucoup plus, surtout dans le public. Peut-être dans le privé c'est plus facile, mais dans le public c'est très difficile d'évoluer. Et il faudra, pour conclure, je dirais un petit mot, juste pour que l'évolution, pour que l'attractivité soit correcte, il faudra motiver ces gens-là et le sentiment d'appartenance de ces gens qui travaillent, de ces agents qui travaillent à l'hôpital est très important. Et j'en ai eu l'expérience. Le fait d'appartenir à ces structures et d'essayer de faire, de motiver les gens et de les faire intervenir dans l'évolution de leur structure et de les écouter, c'est très important. Et c'est comme ça qu'on pourrait faire évoluer nos structures de santé publique. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr Hensali. Alors, vous avez parlé de médecins, de praticiens qui s'envolent, on va dire, du pays vers l'étranger. Et donc, ça nous conduit naturellement vers Dr Hadi Mansour. Merci beaucoup. Un cas pratique, tout à fait. Et au fait, les transitions sont très très bien faites. Vous êtes vraiment parfait. C'est un bonheur d'avoir cet échange avec vous. Alors oui, après avoir exercé dans plusieurs établissements ruraux et même à Rabat en tant que médecin-chef à l'hôpital Ben Sina, vous avez occupé plusieurs postes de responsabilité à Nice, à la PHP. Et donc aujourd'hui, l'interrogation est la même autour des ressources humaines. Quelle est aujourd'hui votre vision? Est-ce que vous avez la connaissance de la France et du Maroc? Quel levier selon vous? Merci Nada et merci à tous les organisateurs pour votre invitation. Alors mon contexte était différent. Je ne suis pas allé, j'ai pas quitté le Maroc pour aller exercer la médecine en France, mais c'est pour exercer un métier de directeur d'hôpital. Donc effectivement, pour en revenir au sujet, on a très distinctement un avant et un après Covid. Ça c'est incontestable. Et si le Covid, sur le plan sanitaire, a fait des ravages, a tué des gens, a rendu beaucoup malades et tout, il a quand même apporté un certain nombre de choses, aussi bien en positif qu'en négatif. En positif, il a apporté la preuve que l'hôpital était un véritable bouclier sanitaire, puisqu'il a su s'adapter, alors même que tout le monde était sidéré, on ne savait pas quoi faire avec ce nouveau truc qui arrivait, etc. Mais il a aussi, quelque part, montré un certain nombre de défaillances. Et ces défaillances ont amené, non pas uniquement le Maroc, mais beaucoup de pays dans le monde, si ce n'est le monde entier, à se réinterroger sur, je dirais, le système de santé national et les coopérations internationales, voire mondiales. Et par rapport à ça, on se dit tout de suite, mais pourquoi est-ce que notre système de santé n'a pas présenté toutes les garanties qu'il devait présenter et a été assez difficile à piloter pendant un certain nombre de mois? Tout simplement parce que notre système de santé est basé sur le XXe siècle, qui était un siècle très riche et tout. Il y a eu des adaptations, on n'arrête pas d'évoluer, mais à côté, les évolutions qu'on connaît dans le domaine des systèmes d'information, de tout ce qui est objet connecté, de tout ce qui est data, de tout ce qui est algorithme, de tout ce qui est puces implantables, etc. C'est juste faramineux. On disait que, par exemple, les connaissances médicales doublent en 7 ans. Et donc, comment faire aujourd'hui pour former en 7 ans des médecins qui, par rapport à nous, vont apprendre le double de ce qu'on a appris, et en leur ajoutant des soft skills. Donc, donc il va falloir là aussi faire des choix pour justement pouvoir avoir des médecins qui sont adaptés
à la situation de la médecine d'aujourd'hui, en essayant d'anticiper un peu pour ne pas se faire doubler. Alors comment, donc du coup, innover et comment intégrer le capital humain, la richesse humaine dans ce dispositif de manière à ce qu'il aille dans le bon sens de cette refonte du système de santé. Et je parle de système de santé, parce que j'ai toujours été un défenseur de cette notion de système de santé qui, normalement, ne devrait avoir comme seul impératif que de prendre en charge les patients et les malades, et non pas de faire le distinguo entre la médecine privée et la médecine publique. Chacun a sa place. Bien évidemment, les coopérations sont possibles, et on est plutôt dans une complémentarité au service du malade, au service des populations. Donc à partir de là, il y a effectivement plusieurs niveaux à considérer. D'abord, est-ce que le statut des professionnels de santé, je ne parle pas que des médecins, des professionnels de santé, est toujours adapté à la santé du XXIe siècle et de celle qui se profile? Moi, je dirais a priori non. Il faut revoir les statuts, et revoir les statuts, ça passe par plusieurs choses. Ça passe effectivement par quel nouveau métier. On parlait des infirmières de pratique avancée, mais on peut parler aussi d'un certain nombre de délégations, pour décharger le médecin pour que justement il soit plus libre là où il a une valeur ajoutée certaine, même si cette valeur ajoutée va être potentialisée par tout ce que vont apporter les données et les algorithmes. C'est-à-dire qu'on compte aussi là-dessus pour pouvoir libérer encore davantage de temps pour que nous ayons là aussi une suffisance en matière de ressources médicales, et en même temps pouvoir toujours faire mieux et mieux assurer ses missions. Donc, formation des professionnels qui tient compte de ces nouveaux éléments, mais formation, ça ne suffit pas. C'est aussi dire que ce que disait Madame la doyenne, il faut des ponts, des transversalités, il faut se connaître avant d'arriver à l'hôpital et se découvrir. Et donc, ça veut dire qu'il y a des périodes à prévoir pour que, justement, les professionnels de santé puissent se retrouver et savoir qui est qui fait quoi, et comment on s'insère dans ce dispositif. Alors, ensuite, au-delà du statut, quand on parle de statut, bien évidemment, vous avez bien compris qu'il y a également non seulement une reconnaissance des professionnels de santé dans ce qu'ils font, mais il y a également une question de valorisation des rémunérations. Et valorisation des rémunérations, c'est facile à dire parce que, tout le monde serait bien content de toucher plus, de toucher mieux, sauf que si c'est conditionné par un certain nombre de règles, pour répondre, à des situations, je dirais, de besoin en soins de la population, parce qu'il ne s'agit pas non plus de donner des primes à droite et à gauche, il s'agit aussi de faire en sorte qu'elles soient les plus pertinentes possibles, et au bon endroit, puisque toutes les régions ne sont pas pareilles. Et même au sein d'une région, comme disait l'un des collègues, on peut trouver des endroits qui sont bien dotés et d'autres qui sont de véritables déserts médicaux. Donc il y a toute une approche là aussi à mettre en œuvre, et à partir de là, je pense que non seulement il faut faire sauter les numerus clausus dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine médical ou autre, mais il ne faut pas craindre qu'on ait pléthore, parce qu'on est loin d'être pléthorique, mais il faut aussi, à côté de ça, faire sauter le numerus apertus, c'est-à-dire ce que disait Madame, à savoir, après, il faut que la fac suive. C'est-à-dire, c'est bien de dire, on ne met pas de barrière pour le passage en deuxième année, mais si j'ai pas suffisamment d'enseignants en deuxième année, c'est comme si j'étais en numerus clausus. Donc, il y a également ces éléments, et puis après, simulation, e-learning, micro-learning, d'ailleurs, et le e-learning, que ce soit avec de la réalité virtuelle, etc. C'est-à-dire qu'il faut vraiment utiliser tous les outils qu'on a. La seule chose, c'est qu'il faut les réfléchir à l'avance, et puis véritablement offrir un panel qui puisse se compléter, faire qu'on puisse former 14 fois plus de personnes avec pas plus de moyens et dans le même laps de temps. Donc ça, c'est des éléments qui me semblent effectivement extrêmement importants et pertinents.
Après, l'utilisation du numérique, ben oui, ça doit être intégré dans la formation, la connaissance des autres métiers aussi, une dose de management, ce qui veut dire aussi qu'il va falloir faire des choix et de revoir un peu les programmes de façon à ce que l'étudiant ne soit pas non plus complètement submergé par un apport de connaissances qui serait excessif. Donc voilà, il faut beaucoup de bonne volonté, il faut beaucoup de travail. Il n'y a qu'à Faucon, c'est facile, mais dans la pratique, c'est un peu plus compliqué. Mais ce qu'on peut espérer, c'est que l'électrochoc de cette crise passée et l'éventualité de voir apparaître d'autres crises, et pas uniquement des crises sanitaires, elles peuvent être économiques, environnementales et autres, soit un facteur d'émulation. Et que tout ce qui est en train de bouillonner à travers le monde entier. En France, on est sur des réflexions sur, par exemple, en matière de salaire, avoir un salaire socle, un salaire qui est basé sur le lieu d'implantation et d'exercice, et un salaire qui est basé sur la performance. Donc on est sur 3 niveaux. Alors c'est facile, là aussi, sur le plan conceptuel, de se le dire. Après, dans les faits, je crois qu'il y a ça siffle. Quoi faire ? Oui, dans les faits, c'est un peu plus compliqué, mais c'est faisable. C'est faisable à condition de s'y mettre et d'essayer justement de trouver les bonnes solutions. À côté de cette rémunération, il y a aussi, mais c'est en cours, un peu la donner au bon niveau, je dirais, dans l'espace régional, si j'ose dire, la capacité d'avoir l'autonomie suffisante, les pouvoirs suffisants pour pouvoir justement ajuster et adapter leur dispositif sanitaire à leurs besoins et aux réalités de la région ou du territoire. Alors le Maroc est plutôt bien parti, puisque lui considère qu'effectivement un groupement n'est pas hospitalier de territoire mais sanitaire, et donc il introduit la notion de prévention. Et ben c'est comme ça qu'il faut, à mon avis, travailler. Et en matière d'innovation des ressources humaines, il faut tenir compte justement de ces éléments, de façon à ce que, lorsqu'on est affecté à un endroit, en fait, on est affecté à un territoire, donc on est mobile sur le territoire et on va servir au mieux. Bien sûr, avec des incitations, puisque sans incitation, mais il faut qu'elles soient ciblées, qu'elles soient conditionnées. Voilà. Merci beaucoup. On applaudit nos différents intervenants sur vraiment la pertinence des éléments évoqués, et puis beaucoup d'éléments, beaucoup de points de convergence quand même entre les pays sur les problématiques. Je crois qu'évidemment on a effectivement tout intérêt à croiser les regards et les retours d'expérience pour se dire finalement qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne moins, quels sont les leviers sur lesquels on a intérêt d'agir de manière un peu anticipée, quels sont les points de vigilance sur lesquels on doit peut-être porter nos efforts tout de suite, quels sont les investissements à mettre en avant dès maintenant, quels sont les programmes de formation innovantes ou quels sont les accélérations à mettre en œuvre dans les formations initiales. Bref, c'est des questionnements qui sont évidemment évoqués dans les différents pays qui sont confrontés aux mêmes difficultés, et l'innovation donc intervient aussi dans ce segment-là. C'est pour ça qu'on vous a demandé un petit peu quelles sont les pistes vertueuses que vous souhaitez évidemment mettre en exergue. C'est aussi l'occasion d'inspirer d'autres pays et d'exporter de bonnes expériences et de bonnes initiatives qui ont pu réussir et porter leurs fruits au Maroc, évidemment. Alors, nous sommes très très en retard sur le timing, mais ce n'est pas grave. Prenons une ou deux questions. Oui, monsieur. Okay, alors, on fait passer les micros. Voilà, oui, tout de suite. Voilà deux questions. Alors là, oui, à droite, et ensuite, oui, on commence. Question, voilà. On prendra en même temps. Oui, s'il vous plaît. Et les trois. Voilà. Merci beaucoup. Oui, bonjour, Dr Taheri, je suis médecin interniste de New York. Ma question est pour Dr Alaoui. Au vu des manques de ressources humaines que nous connaissons au Maroc et malheureusement du départ de beaucoup de médecins à l'étranger, qu'en est-il de la législation de la télémédecine au Maroc, dans le secteur privé? Est-ce que ça avance? Est-ce que les médecins dans leur cabinet peuvent faire de la télémédecine? Parce que je vois qu'il y a un vide, et au vu de la mondialisation, on vit maintenant dans un petit village, et si on n'avance pas rapidement,
les patients marocains risquent de vouloir se faire soigner en télémédecine, bien sûr, à l'étranger, avec des médecins étrangers. Donc ça, c'est la première partie de la question. Et la deuxième partie, c'est, je pense qu'on devrait accélérer cette législation parce qu'on pourrait être les leaders en Afrique et notamment pouvoir, coopération sud-sud, pouvoir aider nos confrères africains. Voilà. Merci beaucoup. Je propose de prendre toutes les questions et de répondre. Professeur Chichoni. Bien, merci. Je vais me faire violence pour poser une seule question. J'aurais tellement de choses à dire sur la formation initiale. Bon, parlons simplement une question au panel concernant l'innovation majeure annoncée aujourd'hui par les pouvoirs publics pour les médecins du secteur public. Et aujourd'hui, on n'a entendu parler que des médecins, pas des autres professionnels, et qui est la rémunération à l'acte, qui est annoncée comme la recette miracle pour vraiment relever le niveau de rémunération de ces médecins sans toucher au budget de l'État, puisque ce ne serait pas un salaire. Et c'est une réforme qui est annoncée pour accompagner la création des GST, justement pour dire que les médecins publics resteront dans le public, parce que finalement, ils gagneront autant que le privé. Un, vous y croyez dans la volonté de l'État. Deux, est-ce que vous croyez à la réalisation pratique de cette mesure, qui, moi, me paraît complexe à mettre en œuvre? Merci beaucoup. Une dernière question et on laissera. Bon après-midi à tout le monde. Je me présente, Ahmed Sahlan, vous m'entendez? Doctorant à l'UM6P et en même temps cofondateur d'une start-up du dossier médical. Donc je reste dans la formation des étudiants médecins, des médecins et tout. On ne peut pas parler de l'innovation dans le domaine médical sans venir le terme start-up et le terme des jeunes innovateurs. Or, malheureusement, on n'a pas des incubateurs pour les solutions médicales, on n'a pas des accélérateurs, des investisseurs pour le domaine médical, on n'a pas des étudiants de médecine formés en entrepreneuriat. Ils n'ont pas le mindset entrepreneur. Ils ne vont pas sortir après la 7e année et dire « je vais ouvrir mon start-up pour trouver une solution à un problème médical ». Il n'y a pas une collaboration entre les écoles d'ingénierie et les écoles médicales pour trouver une solution. En général, une start-up, une solution, ça vient d'un problème personnel. Et votre question, s'il vous plaît, Oui, serait laquelle? je m'excuse. Merci. Quelles sont les prochaines étapes pour les universités pour collaborer? Est-ce qu'il y a des incubateurs qui viennent en route? Est-ce qu'il y a un plan pour accélérer les start-up médicaux ici au Maroc? Merci beaucoup. Alors. On y va. Donc, merci pour votre question. D'autant plus qu'on partage la même spécialité, donc un petit peu je vois où vous voulez en venir par rapport déjà à la législation. En 2018, il y a eu le premier décret de télémédecine dont le chapitre était déjà évoqué sur le premier la loi d'exercice de la médecine. Et il y a eu un décret comme quoi, voilà les différents types de télémédecine, téléconsultation, téléexpertise, régulation, etc. Et il y avait dans ce décret l'idée de pouvoir faire de la téléconsultation à condition que ce soit dans un établissement de santé, que ce ne soit pas à titre privé, enfin à titre personnel, et puis que obligatoirement il doit y avoir un professionnel de santé à côté du malade et de l'autre côté le médecin. Donc ça ne réglait pas le problème de l'absence de ressources en professionnels de santé. Alors juste après le Covid, il y a eu en janvier 2021 une révision de ce décret où ça a permis à la téléconsultation d'avoir directement la possibilité de faire une téléconsultation entre un patient et son médecin sans qu'il y ait recours à un professionnel de santé à côté. C'était déjà un pas de plus. Maintenant, concernant la possibilité de faire une téléconsultation au Maroc, il n'y a pas encore de nomenclature parce que la téléconsultation est un acte médical. Donc, comme tout acte médical, il doit être nomenclaturé. Et jusqu'à présent, on attend d'ailleurs ça, et c'est ça qui va permettre de développer la téléconsultation. C'est le côté pécunier. Et donc, on attend justement que ça sorte. Normalement, il y avait une volonté, en tout cas, il y a une volonté politique de le faire. Maintenant, il y a certaines startups qui donc offrent des solutions d'agenda, on dirait d'agenda de rendez-vous médical.
avec des téléconsultations payées directement via une société, etc. Sur le plan légal, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Rien n'est encore bien défini. Il faut vraiment que ce soit une nomenclature de la téléconsultation, que ça se fasse en bonne et due forme, avec des solutions, avec un hub, avec une cybersécurité, etc. Merci beaucoup. Ta deuxième question, c'était... Ah oui, c'était... Alors, concernant les startups, je suis tout à fait d'accord avec vous, docteur. Il y a une absence de passerelle entre les écoles d'ingénierie et les écoles et les instituts de médecine. C'est vraiment un grand lac. Moi, la première fois qu'on m'a invité, c'était en 2021, que l'ENSAM m'avait invité dans le cadre justement de santé numérique, etc. Et j'ai vu qu'il faut absolument qu'on mette en place ensemble des incubateurs pour pouvoir développer des solutions adaptées et qu'il y ait une communication ingénieur-médecin. Professeur Boudarkhan, si vous voulez commenter ou répondre. Je vais commenter répondre à la question que vous avez posée concernant la rémunération du médecin hospitalier selon la performance. Moi, je pense que l'idée est bonne. On peut extrapoler au privé. Le privé, il est payé en fonction de ce qu'il fait. La seule chose qui me chagrine, c'est que déjà, l'hôpital, il facture. L'hôpital, il a une facturation. Mais le recouvrement, ne serait-ce qu'au niveau des mutuelles, des CNOPS et tout ça, il est toujours en déficit à ce niveau-là. Donc, moi, d'abord, pour qu'il puisse répondre à cela, on ne va pas douter sur le médecin. D'abord, il y a une motivation d'abord salariale, c'est vrai, mais il y a aussi les conditions de travail. Pour qu'il puisse être performant, il faut lui donner, notre collègue nous a dit, tous les moyens susceptibles pour qu'il puisse être performant sur le plan équipement, sur le plan ressources humaines. Tout. Donc la première des choses, tarification, ça me paraît un peu difficile de le faire. Il faut tout un chamboulement de mentalité et conditions de travail pour qu'il puisse être vraiment performant. Ce sont les deux variables qui me paraissent indispensables. Merci beaucoup, professeur. Mondiapolis, est-ce qu'il y a un futur incubateur santé à Mondiapolis? Je vais pouvoir répondre à cette deuxième question. Je commence d'abord par la première question du professeur Chaouni. Concernant la rémunération à l'acte, moi personnellement, je pense qu'il s'agit d'un bon point d'entrée, sauf qu'il faut tout le dispositif autour. Il faut un système d'information fiable. Parce que oui, mon voisin, donc mon camarade a parlé de la facturation. Aujourd'hui, le système de facturation et de recouvrement dans l'hôpital public, dans tous les hôpitaux, il ne fonctionne pas très bien. Donc, le système d'information, on a besoin aussi d'un système d'information hospitalier fiable. Et il faut tout le dispositif autour. Pourquoi? Parce que en allant vers la quantification du travail, on risque de porter en fait atteinte à la qualité. Et on risque d'ouvrir les vannes pour une sur-quantification du travail aux dépens de la qualité. Et je pense qu'il faut qu'on s'inspire des expériences, notamment en France, avec la réforme de la tarification en fait à l'acte, et tous les effets négatifs qui sont aujourd'hui en cours d'études. Donc, il ne faut pas qu'on puisse regarder les choses qui étaient mises en place dans les autres pays pour les prendre telles qu'elles sont. Il faut qu'on puisse être anticipatif, parce que même les choses qui sont mises en place par les pays développés sont peut-être des choses qui ne fonctionnent pas très bien. Donc, il faut qu'on puisse avoir cette capacité d'adapter le dispositif au contexte marocain. Concernant effectivement l'entrepreneuriat, oui, je pense qu'il s'agit d'un volet qui est très important. Et c'est ça l'avantage des universités pluridisciplinaires comme Mondiapolis, où on a une faculté pour les sciences de la santé et on a une business school, et on essaie effectivement d'assurer ce croisement qui est très important, de telle sorte qu'on puisse faire émerger des projets innovants dans le domaine de la santé. Nous avons une école d'ingénieurs aussi, et bien évidemment la business school
pour nous, elle est au centre, elle permet de nourrir les réflexions en matière de création d'entreprises. Merci beaucoup. Docteur Mansour. Oui, sur les 2 points, très rapidement sur la question des startups, oui, c'est évident, il faut absolument que, effectivement, aussi bien l'université, la faculté, l'université de manière générale, les écoles, les hôpitaux s'engagent dans cette voie et puissent faciliter aussi bien pour leurs professionnels de santé qui ont d'excellentes idées par moment et qui ne demandent qu'à y aller, que pour d'autres personnes qui viennent d'ailleurs et qui ont des idées qui peuvent apporter beaucoup à l'hôpital. Et alors, par contre, c'est vrai qu'un hôpital public ne peut pas investir dans une start-up, mais s'il l'accueille, s'il l'héberge, s'il l'aide et s'il essaie de lui apporter caution, peut-être qu'on trouvera des bailleurs de fonds qui voudraient bien y investir. Quant à la question je dirais, de la rémunération à l'acte de médecins publics, déjà en France, si ça a pu être fait, c'est juste des expérimentations, parce que je pense que le système ne s'y prête pas. Par contre, ce qui s'y prête tout à fait, c'est la tarification à l'activité, quoi. Donc la T2A, qui, elle, va financer l'hôpital pour toute son activité, mais le médecin est dans un statut et donc recevra et percevra sa rémunération en fonction du statut. Après, ce qu'on peut dire, c'est que aujourd'hui, avec la T2A et tout, on voit beaucoup mieux l'activité produite par un médecin. Et donc on peut, là aussi, par comparaison, savoir quels sont ceux qui jouent le jeu, qui sont dans les purs, ceux qui ne jouent pas le jeu, et ceux qui n'ont pas le choix. Parce qu'un médecin du public, par exemple, qui serait payé à l'acte, s'il est à Casablanca, en CHU et tout, il va pouvoir s'en sortir sans difficulté. Mais on a aussi des services dans lesquels on est obligé de les avoir, parce qu'ils sont complémentaires d'autres services, mais dans lesquels il n'y a pas suffisamment d'activité pour éventuellement apporter la rémunération suffisante aux médecins en question. Alors si je vais en plus dans les centres de santé ou dans des hôpitaux locaux, etc., donc disons un peu dans les déserts médicaux, là ce sera encore plus compliqué. Donc de toutes les manières, même si on met en place une rémunération à l'acte, il faudra la compléter par une rémunération socle ou par quelque chose de ce type qui puisse permettre aux médecins qui acceptent d'aller et qui se dévouent à aller dans un endroit où il y a peu d'activité mais qui politiquement est absolument fondamental, et par rapport à celui qui est dans une belle ville, grande ville, où il y a beaucoup de travail. Et peut-être même valoriser la prévention comme activité, comme acte. La prévention, il y a des tas de systèmes. Hein, c'est des rémunérations par capitation. Oui. On a aujourd'hui, tous les systèmes sont posés sur la table. La capitation, l'acte, après la performance hospitalière doit être révisée, ou la performance des soins doit être révisée pour trouver les bons critères. Parce que si le critère n'est pas objectivable, vous ferez comment pour dire que celui-ci est plus performant que l'autre? Certes, il y a les retours avec les complications, etc. Mais d'abord, il faut avoir un système d'information extrêmement performant et il faut que tout le monde joue le jeu. Et vous me voyez, moi, si je fais une erreur, aller le noter sur un système d'information et être pénalisé. Donc, c'est quand même c'est d'une grande complexité. Après, il y a d'autres critères. Si je veux lutter contre les déserts médicaux, je double le salaire du médecin et je lui dis au bout de 3 ans, je te donne une bonne affectation, et puis c'est presque réglé. Et là, on a soit l'incitation dans ces cas-là, soit le contractuel. Le contractuel, ça veut dire qu'un étudiant de 2e année, je le rémunère, je le pré-rémunère, si j'ose dire. Et il a un contrat, et ce contrat, c'est de passer 3 ans à Tataouine, ou je sais pas où, peut-être pas Tataouine, mais bon. Boujneba. Boujneba. Merci beaucoup. J'aurais juste un petit commentaire à faire pour concernant... Parlez bien fort près du micro. Voilà. Oui. Alors, concernant la télémédecine ou bien la consultation à distance, je pense que j'ai vécu la période de Covid dans le secteur privé et donc on était obligé de consulter les patients à distance.
sans être rémunérés. Ça, c'est une évidence. Donc, on a, en attendant la législation, la vraie législation, et puis au-delà de la consultation, c'est-à-dire le suivi des TP-INR, on les fait gratuitement et on les fait tout le temps. Et donc, ça ne nous empêche pas de continuer en attendant une bonne législation et le suivi de la rémunération. Concernant pour la rémunération à l'acte des médecins, dans le secteur public, moi je dirais que bon, c'est bien, ça fera une motivation, mais il y a une contrainte et qui existe déjà actuellement, c'est que dans certaines structures qui ont fait l'expérience, il y a une surindication des actes médicaux. Et non seulement, donc par exemple, je vais donner l'exemple de ma spécialité, parfois donc un patient, pour avoir plus d'actes et pour être rémunéré à plus d'actes, un patient qui fait une consultation, donc je vais demander une panoplie d'examens. Peut-être qu'il n'y a pas vraiment d'indication à ces examens, et c'est juste pour être payé à l'acte. Et ça pose un vrai problème. Et donc moi, je pense qu'il y a deux volets. Il y a deux volets. Il y a l'avantage, mais il y a aussi l'inconvénient de la surindication des actes médicaux. Concernant, quand vous dites consultation, est-ce que le suivi c'était sur WhatsApp? Oui. Voilà. Ben non, justement, il faut bannir ce truc-là parce que Sécurité. c'est trop facile, mais c'est trop dangereux. Ben justement, on n'a pas d'autres moyens actuellement. Si on peut y arriver, comme on fait d'autres pays. Ils connaissent aussi WhatsApp, on doit y travailler. C'est interdit légalement, c'est illégal. C'est illégal. Voilà. C'est un sujet de collaboration, alors. On le sait. Merci beaucoup. Merci voilà, à tous les merci 5. à tous, on les applaudit bien fort. Voilà, ils vont rester avec nous pour une petite séance photo avant de passer à l'atelier. Le prochain atelier autour du patient maintenant. Voilà, tout à fait.